Allez-y. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de cette table ronde, à l'occasion de cette 4e journée de HandiAchat et dernière journée de cette semaine. J'en profite pour saluer la team HandiAchat qui a tout donné au cours de cette première semaine, qui s'est dépensée sans compter et qui voit, comme vous tous, je pense, arriver ce week-end avec bonheur. Peut-être me présenter, je suis Joseph Ramos, je dirige Handeco depuis sa création et je fais partie de la team HandiAchat. L'intitulé de cette table ronde aujourd'hui, les évolutions de la nouvelle loi 2020 sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Cette loi numéro 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, cette trop fameuse OETH, et s'impose et s'applique à nous depuis le 1er janvier 2020. Cette réforme porte des mesures importantes. Si le taux d'emploi des personnes en situation de handicap reste inchangé, toujours à 6% de l'effectif de l'entreprise, ces modalités de calcul changent. Les accords d'entreprise limités dans le temps, la création de référents handicap, un certain nombre de dispositions qui concernent directement le domaine des achats. Je ne vais pas toutes les lister, en fait, un agglomérat de dispositions nouvelles que nous allons examiner ensemble et que nous allons scruter ensemble. Enfin, à pratiquement une année de son implication, nous profiterons de cet espace pour demander à chacun des intervenants leur avis sur cette nouvelle réglementation. Est-elle la simplification tant recherchée et tant attendue par les acteurs de notre écosystème? Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnalités fortement mobilisées dans le champ de l'emploi et du handicap. Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGEFIP. Joanne Titran, lui est directeur de diversité et inclusion au groupe ADECO et sera présent ici en tant que président du club handicap et compétences. Vous aurez l'occasion de nous le présenter. Denis Simian, enfin, président directeur général du groupe NEA, un acteur important du secteur du handicap. Nous allons dans un premier temps procéder à un tour de table des 3 intervenants. Chacun va se présenter à vous et présenter brièvement l'organisation à laquelle il appartient. Hugues Defoy, je vous propose de vous présenter très brièvement, s'il vous plaît. Merci Joseph, ravi d'être parmi vous et merci de cette invitation. Donc, je suis Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGEFIP. Si j'essaye de dire simplement, c'est tout ce qui touche donc au service, à l'accompagnement des entreprises et la mobilisation d'un certain nombre de partenariats qui concourent justement à la mise en mouvement des acteurs sur le sujet du handicap. Et bien sûr, vous connaissez l'AGEFIP, le Fonds de développement de l'emploi des personnes handicapées. Notre mission, accompagner vers et dans l'emploi les personnes en situation de handicap et bien entendu les employeurs, puisqu'il n'y a pas d'emploi sans employeur. Merci Hugues Defoy pour cette présentation. C'est vrai que je crois que c'est plus la peine de présenter l'AGEFIP. Vous êtes l'acteur de cet écosystème, en tout cas reconnu, et merci à vous. Denis Simian, passons au secteur du handicap, s'il vous plaît. Denis Simian, présentez-vous. Bonjour, donc Denis Simian, je suis le président directeur général du groupe NEA qui fédère plusieurs entreprises adaptées sur 3 grandes régions de France, Île-de-France, PACA et AURA, et qui emploie très majoritairement des personnes en situation de handicap dans tout un ensemble d'activités et qui a un double ancrage dans l'économie sociale et solidaire de par son statut de société coopérative et participative. Merci Denis Simian. Horace et Auvergne-Rhône-Alpes pour les non-initiés. Oui, parce que tu sais qu'on est devenu la plus grande région du monde bientôt en acculant nos voisins. Non, je le sais très bien, Monsieur Simian. Nous sommes vos banlieusards et nous en sommes fiers. Joanne Titran, peut-être vous présenter à nos participants, nos auditeurs. Tout à fait, merci Joseph. Bonjour à toutes et à tous, Joanne Titran, je suis directeur diversité et inclusion pour le groupe ADECO. Je crois que vous connaissez toutes et tous les activités du groupe ADECO, donc acteur majeur des solutions et services en ressources humaines, présent sur tout le territoire national et à l'international évidemment. Et je suis par ailleurs président du Club Handicapé et Compétences, qui est une association qui regroupe 30 entreprises et donc avec mes 30 homologues, nous nous réunissons tous les mois pour partager ensemble les politiques
que nous menons pour l'intégration des personnes en situation de handicap, l'intégration et le management de la singularité au sein de nos organisations et tirer profit du partage de nos expériences pour encore progresser dans nos pratiques. L'association fête cette année ses 10 ans, voilà, pour un petit clin d'œil anniversaire. Donc, joyeux anniversaire au Club Handicap et Compétences, Johan Titran. C'est à ce titre que vous êtes là, puisque vous avez participé aux travaux préparatoires et en tant que président d'un club de 30 grands groupes très présents, je pense que ce think tank réfléchit beaucoup aux questions qui nous concernent. Alors, je pense qu'on va donner, la parole à Hugues Defoy. Je vais lui demander de présenter les principaux changements survenus depuis ce 1er janvier. Et Hugues, on a une diaporama, et en tout cas des diapos comme support de votre intervention, Hugues Defoy. Merci. On va le passer à l'écran. C'est Salomé qui va le passer à l'écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran ou pas? Alors là, on voit bien. Super, très bien. Parfait. Parfaitement bien. Hugues, est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Je vois très bien l'écran. Donc, c'est vous qui avez la main et qui vous lancez les diapos et qui vous demandez à Salomé quand ça vous va bien. Ok, très bien. Alors, je vais rassurer tout de suite tout le monde, il n'y a que 2 planches. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de balayer effectivement les grands points structurants de cette loi voilà, pour l'avenir, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qu'on appelle aussi plus communément la loi du 5 septembre 2018. Alors, on peut aller directement sur la planche suivante. Voilà, et donc on va balayer, alors sachant qu'évidemment on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas m'attacher à décrire tous ces points dans le détail, et peut-être faire, je dirais, 3-4 focus sur 4 points qui me semblent particulièrement importants d'avoir à l'esprit. Alors, rappelez que donc cette loi, en termes de changement, elle porte un changement qui n'est peut-être pas celui que l'on présente spontanément comme le plus important, mais qui néanmoins, effectivement, a son intérêt. Il s'agit donc désormais de réaliser une déclaration, donc une obligation de déclaration pour tous les employeurs, y compris les moins de 20 salariés, puisque comme vous le savez, l'obligation d'emploi, elle porte sur les entreprises. Alors, elle portait auparavant, et on va y venir, sur les établissements, établissement par établissement à partir de 20 salariés. Désormais, on va parler de l'entreprise. Et donc, la loi, elle dit aujourd'hui que tout le monde fait une déclaration. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, évidemment, ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de la réalité, finalement, de l'emploi des personnes handicapées, puisque il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des structures de moins de 20 salariés. On réalise beaucoup de placements, on va dire qu'on est en fonction des années, un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, mais donc à parité en matière, par exemple, des placements qui sont réalisés par le réseau Cap Emploi. Donc, il y en a la moitié au moins qui sont réalisés dans des structures de moins de 20 salariés. Et donc, c'est important d'avoir une photographie de ce qui se passe dans ces entreprises et de savoir où sont les personnes en situation de handicap dans les entreprises et les établissements de moins de 20 salariés. Donc, ça va nous aider aussi à mieux comprendre la structuration de l'emploi des personnes handicapées. Alors là, pour le coup, un point extrêmement important, l'entreprise comme unité d'assujettissement. Alors, comment résumer ça de façon très simple? On calculait l'obligation établissement par établissement. Et donc, n'était prise en compte dans ce qu'on appelle une assiette d'assujettissement que les établissements qui atteignaient la barre des 20 salariés. Bon, et donc là, désormais, on raisonne au niveau de l'entreprise. C'est un changement extrêmement important. Il a des impacts évidemment très importants sur le plan financier, puisque, bien sûr, sont désormais comptabilisés dans l'assiette d'assujettissement tous les emplois de l'entreprise dès lors que l'effectif total de l'entreprise atteint 20 salariés. Donc là aussi, je ne rentre pas dans les détails puisqu'il y a un mécanisme de décrètement qui a été mis en place pour faire en sorte que, évidemment,
des entreprises qui changent de taille d'assujettissement aient le temps de s'organiser et le temps de mobiliser justement l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour les aider à avancer et à progresser, puisqu'il y a des entreprises, évidemment, qui se retrouvent dans l'obligation de mettre un coup d'accélérateur sur leur politique handicap, puisque leur assiette d'assujettissement, évidemment, peut varier de façon très importante. Et on pense évidemment à des entreprises du secteur du commerce, par exemple, où vous avez des magasins dans certaines chaînes où il n'y a pas 20 collaborateurs. Donc aujourd'hui, tous ces magasins se retrouvent effectivement mécaniquement assujettis avec cette nouvelle disposition. Alors là aussi, le fait de prendre en compte les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, quelle que soit la taille, quelle que soit la durée et la nature de leur contrat, très très important également. On compte au rata temporis, finalement, en temps de présence, les CDI, bien évidemment, les CDD, mais les stages, les périodes de mise en situation professionnelle, l'intérim, tout cela est comptabilisé. Et ça, c'est effectivement une disposition particulièrement importante. Le calcul des effectifs en moyenne annuelle, là, c'est pareil, ça veut dire qu'on ne fait pas de différence entre les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire les bénéficiaires de la loi et les autres collaborateurs au niveau du calcul du temps de présence dans l'entreprise. La suppression du dispositif de minoration, puisque vous savez qu'avant, il y avait certaines catégories de personnes qui faisaient finalement baisser le montant de la contribution AGFIP avec des minorations, c'est supprimé. En revanche, il est maintenu une mécanique qui revient à peu près au même, mais pour le coup, c'est une survalorisation pour les plus de 50 ans, donc avec une valorisation spécifique dans le cadre du calcul de l'obligation d'emploi, puisqu'ils sont comptés à hauteur de 1,5 au lieu de compter 1. Donc c'est un bonus qui est donné à l'emploi des seniors qui finalement pèse plus dans la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés dès lors qu'ils atteignent l'âge de 50 ans. La liste des ECAP, alors, qui devait être révisée, donc on a attendu ce décret pendant très très longtemps. Il est enfin sorti. Finalement, peu de changements, voilà, et 36 catégories d'ECAP en déduction du montant de la contribution brute. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce oui, Hugues, deux fois, juste 2 secondes, quand vous parlez d'ECAP, c'est les emplois nécessitant des conditions d'aptitude particulières, c'est pour nos auditeurs. Absolument. Merci Joseph de cette précision. C'est vrai qu'on parle toujours un peu en acronyme, sachant que les ECAP, comme vous le savez, ça concerne des métiers où on considère que justement, il y a voilà, une dimension physique qui est peut-être un petit peu plus compliquée. Et néanmoins, ces postes sont comptabilisés dans l'obligation d'emploi, ça c'est depuis la loi de 2005. Et aujourd'hui, cette liste des ECAP, elle a été revue à la marge, mais ça intervient aujourd'hui en déduction du montant de la contribution brute. La révision de la liste des catégories des dépenses déductibles, alors là aussi, c'est un sujet qui peut être important pour certaines entreprises qui avaient recours à ces dépenses. On passe de 13 dépenses à 6 dépenses déductibles, donc 3 qui sont provisoires. Alors là aussi, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, sachant que est revenu, je vous renvoie sur le décret ECAP qui vient de sortir, qui reprend, il ne parle pas que des ECAP, puisque justement, il y a aussi ces fameuses dépenses déductibles avec les 3 provisoires, et notamment, je pense que ça peut intéresser certains participants à la table ronde, le fait de pouvoir financer des structures qui interviennent pour l'emploi des personnes handicapées. On pense par exemple au financement d'une association comme Abilimpix, on pense à des missions handicap mutualisées, tout ça reste possible. Et à Andeco, j'espère, monsieur Hugues Defoy, parce que nous y avons été très attentifs. Et à Andeco, bien évidemment, mais j'allais le dire, mon cher Joseph, je gardais le meilleur pour la fin. Et donc, c'est embarqué dans ce fameux décret qui a mis un petit peu de temps à sortir, puisque cette liste des ECAP devait être… il y a eu des travaux pour la revisiter. Alors, on va, là pour le coup, plus on arrive vers la fin, si je puis dire, et plus peut-être on va s'attarder sur quelques points.
la possibilité de déduire de la contribution le recours aux EA, aux ESAT, au travail. Deuxième slide pour Salomé, excusez-moi. Oui, pardon, Hugues. la Deuxième slide. Deuxième planche, effectivement. Voilà, donc les entreprises adaptées, les ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail, les TIH, les travailleurs handicapés indépendants, et les EPS, dont j'ai même oublié d'ailleurs la signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, et c'est là qu'on va venir à un autre sujet qui va concerner le taux d'emploi, on continue évidemment de pouvoir déduire du montant de la contribution ce qui est acheté auprès du secteur, on va appeler protégé adapté pour faire plus simple. Et bien entendu, ça c'est important de le rappeler, puisque ça va nous amener, j'aurais dû le mettre dans cet ordre-là finalement, au sujet du taux d'emploi, puisque le taux d'emploi dans cette nouvelle loi est affiché désormais avec un taux plancher qui est révisable tous les 5 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a maintenu un taux d'emploi à 6%. Alors, je rappelle aussi que ce taux d'emploi, il a été instauré en 1987. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si, finalement, après 30 ans, il fallait le modifier. Il a été gardé sur cette base de 6%. En revanche, il est révisable, et il est révisable tous les 5 ans, mais exclusivement à la hausse. C'est-à-dire qu'il ne sera pas question de le baisser sur avis et consultation du CNCPH, et si effectivement le poids des personnes en situation de handicap augmentait dans la population, on pourrait être amené effectivement à augmenter ce taux d'emploi. Un autre élément important, et je reviendrai sur le référent handicap évidemment après, toujours sur le taux d'emploi, qui fait débat aussi, c'est l'affichage du taux d'emploi en emploi direct. Ça veut dire que aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, quand une entreprise affiche son taux d'emploi, n'est prise en compte que l'emploi direct. C'est-à-dire que tout ce qui était réalisé et tout ce qui est toujours réalisé avec le secteur protégé adapté intervient désormais exclusivement en déduction, réduction du montant de la contribution AGEFIP, et ça n'a plus d'impact sur le taux d'emploi. Donc ça, c'est extrêmement important comme disposition, puisque il y a même parfois des raccourcis qui ont pu être pris en disant c'est clairement une priorité à l'emploi direct. C'est véritablement un coup d'accélérateur qui a été voulu par le législateur en matière d'inclusion, justement en considérant que nul n'était inemployable, et que donc il fallait afficher l'engagement des entreprises à travers finalement le nombre de personnes en situation de handicap qui sont présentes dans leur effectif, tout en continuant. Et ça, c'est très important de le dire, et c'est évidemment, aujourd'hui, nous sommes chez HandiHA, c'est d'autant plus important de le rappeler ici, tout en continuant à privilégier toutes les autres formes d'emploi, puisque, encore une fois, le recours au secteur protégé et adapté est pris en compte financièrement en déduction, minoration du montant de la contribution AGEFIP. Donc ça, c'est important, vraiment, puisque là, on a un affichage qui est fait sur la performance, je dirais, sur la masse salariale, mais néanmoins, évidemment, on continue de prendre en compte ce qui se passe avec les EA et les ESAT, notamment les TIH. Alors, la désignation du référent handicap, là aussi, quelques mots, que on ne peut pas avoir une entreprise, entre guillemets, inclusive si on n'a pas des ressources qui aident aussi à la mise en œuvre, finalement, alors d'une politique, c'est peut-être un bien gros mot, mais au moins un plan d'action, un engagement de l'entreprise sur le champ de l'emploi des personnes handicapées. Et cette loi, elle porte l'obligation de désigner un référent. Alors là aussi, c'est important pour nous, parce que, vous le savez, nous avons un réseau de référents handicap, nous animons les référents handicap, et au-delà de dire que la loi, désormais,
pose cette obligation, il faut bien évidemment, pour que ce soit efficace, que le référent handicap soit accompagné, qu'il soit formé, qu'il soit outillé. Et évidemment, c'est la vocation de l'AGFIP de proposer donc ces services pour accompagner ces référents à agir concrètement sur le champ de l'emploi des personnes handicapées. 1 minute encore, Hugues, s'il vous plaît, pour le dernier point. Alors, la déclaration via la DSN, ça c'est là aussi un changement majeur, puisque c'est la fin de la traditionnelle déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés. Et là, je sais qu'autour de la table, il y a quelques entreprises voilà, qui savent de quoi ça parle, qui est quand même assez lourde et fastidieuse. Principe de simplification qui est porté aussi par cette loi, puisque désormais, les personnes en situation de handicap sont comptabilisées dans les effectifs via la DSN. Donc là aussi, pour le coup, un changement majeur. Et ces informations vont désormais non plus vers l'AGFIP, mais vers l'URSSAF et la MSA. Et puis, dernier point, et pas le moindre, puisque les accords agréés, positionnés comme levier pour amorcer une politique d'emploi. Donc, on continue d'avoir cette modalité offerte par la loi de pouvoir négocier avec les partenaires sociaux, conclure un accord, le faire agréer auprès des services de l'État, mais cet accord, désormais, est limité à 3 ans, renouvelable une fois. Et là, c'est là aussi dans les idées forces de cette loi, j'ai parlé de la simplification, du coup d'accélérateur sur l'inclusion, mais aussi, évidemment, de faire le pari de l'inclusion et surtout du fait que ces politiques handicap, qui pouvaient faire l'objet de dispositions spécifiques à travers un accord qui pouvait être renouvelé de façon quasi indéfinie, aujourd'hui, cet accord, il a vocation à installer la politique handicap et cette politique handicap, elle a ensuite vocation à être reprise finalement dans la stratégie de l'entreprise au titre de sa politique RH, au titre de sa politique RSE. Et là, encore une fois, c'est un véritable pari, puisque, et ça pourra peut-être être une transition aussi pour lancer le débat, il y a une question autour de la sortie des accords et évidemment de ce qui va se passer après les accords agréés, question sur laquelle, bien évidemment, les partenaires sociaux ont un rôle majeur et fondamental. Mais là aussi, l'AGFIP aura à accompagner la sortie des accords et probablement à proposer une offre aussi en direction des entreprises qui sortiront d'un accord agréé. Donc ça, c'est une disposition très, très importante puisque, vous le savez, il y a 11% aujourd'hui des entreprises qui sont sous accord. Et donc, c'est extrêmement impactant pour ces entreprises. Merci Hugues pour ces propos liminaires. Je vous avais demandé de présenter les principales dispositions, ce que vous avez fait. On retrouvera ces dispositions et toute information nécessaire sur le site de la GFIP. On a parlé de l'affichage, on a parlé de la simplification, on a parlé de la philosophie, puisque vous dites que la philosophie, c'est d'installer maintenant ces politiques handicap finalement dans les stratégies des entreprises et à terme que ce ne soit pas des politiques isolées ou en tout cas à côté. Écoutez, nous avons invité des représentants des entreprises et du secteur. Je vais demander à Johan Titran, vous qui êtes le représentant ici des entreprises à cette table, est-ce que cette loi est une bonne loi? C'est un peu direct, hein, c'est un peu abrupt. C'est un peu direct. C'est un peu direct, un peu abrupt, je le reconnais. Comme formulation pour la question. Donc évidemment, je vais me permettre de ne pas répondre, en tout cas pas sous la forme de savoir si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Je laisserai chacun de faire son appréciation. En tout cas, merci Hugues de nous avoir présenté, je pense de manière très précise, la plupart des changements en fait que porte cette loi. Et peut-être plus que de savoir si elle est bonne ou pas bonne, ce que je peux peut-être vous témoigner, c'est
quels enjeux je vois quand et après avoir écouté Hugues, je vois, j'entends ou voilà, sur lesquels je pense nos entreprises aujourd'hui sont mobilisées. Je vais prendre le premier mot qui me vient à l'esprit, le premier enjeu, un enjeu de pédagogie. Je pense que ce que vient de faire Hugues est essentiel. Il y a dans cette loi beaucoup, voilà, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'impact, il y a beaucoup de changements, et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de pédagogie autour de cette loi pour que l'ensemble des employeurs puissent s'approprier le mieux possible ces règles, et mieux ils se les approprieront, plus meilleure sera l'efficacité et moins grandes seront les appréhensions que peut emporter un changement assez naturellement. Donc il y a vraiment un enjeu encore aujourd'hui de pédagogie, et merci Joseph, merci au Salon d'organiser voilà, une occasion de porter cette pédagogie. Je crois que c'est encore important, même si tu l'as dit, il y a bientôt une première année. La première DOTH, la première déclaration en version avec nouvelles règles, elle arrive en début d'année 2021, donc elle est encore devant nous. Il est encore temps de faire de la pédagogie, je pense que c'est extrêmement important. Deuxième enjeu, l'enjeu de simplification. Ça vraiment, je vais être un petit peu comme toi Joseph, un petit peu poil à gratter. C'est vrai que peut-être vous avez ressenti Hugues l'a fait de manière très pédagogique, mais il y a 2 diapositives complètes de changement. Et on vous dit que l'ambition, c'est la simplification. Ça peut paraître paradoxal. Et vraisemblablement, ça l'est paradoxal. Mais je pense qu'à terme, il y a bien cet enjeu-là de simplification qui est au cœur de la loi, et notamment l'intégration de la DOTH dans la DSN pour être très pratico-pratique et factuel. Le CERFA ou la déclaration, la télédéclaration de la DOTH, c'était 88 rubriques. C'est aujourd'hui intégré dans la DSN. Il reste encore quelques rubriques manuelles à renseigner en début d'année, mais quand même, voilà, ça vous donne une idée de cet enjeu de simplification que porte la loi et qui, voilà, après un premier exercice où on apprend tous, je pense, deuxième, troisième exercice, et dans 5 ans, on pourra se dire vraiment, ça a marqué, ça a réussi cet enjeu de simplification. Et puis, pour rester court, je mettrai un enjeu, tu l'as cité, bien sûr, Hugues, tu as utilisé le terme, il y a une ambition d'inclusion derrière la loi sur différents aspects. On a regardé, là, on a beaucoup présenté les aspects côté entreprise, côté employeur. Il y a aussi des aspects de la loi qui sont relatifs, ou en tout cas orientés vers les personnes, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et je pense à 2 mesures que je me permets de citer et qui peuvent compléter le panorama et qui pour moi sous-tendent cet enjeu d'inclusion. Le premier, c'est les reconnaissances de situations de handicap et l'évolution vers des reconnaissances à vie. Et donc, très concrètement, une transformation comme celle-là, ça signifie que les bénéficiaires, les personnes en situation, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles, n'auront pas à renouveler tous les X années les démarches et à, en quelque sorte, à nouveau prouver qu'elles sont bien en situation de handicap. Ce qui est quand même assez terrible, en plus d'être assez fastidieux. Là, il y a bien une évolution de la loi. À partir du moment où votre situation, votre pathologie, votre état de santé est reconnu comme n'étant pas amené à évoluer au cours de votre vie, eh bien, on vous accorde une reconnaissance à vie et basta, terminé. Donc, premier élément pour les personnes. Deuxième élément, et je m'en arrête là, qui est important et là sur une dimension professionnelle, l'abondement du compte personnel de formation pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On sait l'enjeu en matière d'employabilité et d'accès à la formation que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap. L'abondement de leur CPF, voilà, clairement, je trouve que c'est une illustration de cette ambition d'inclusion que peut porter la loi. Merci Johan de ces propos qui sont très clairs et qui viennent compléter en tout cas la position et les enjeux du côté des entreprises.
On parlait de pédagogie et Hugues Defoy l'a rappelé, hein, taux d'emploi, obligation d'emploi, attention à la confusion. Attention, le taux d'emploi, ce n'est pas l'obligation d'emploi et les achats restent dans cette obligation d'emploi. Petite question à Denis Simian, grande question à Denis Simian, dont je rappelle que vous avez été président de l'UNEA à l'occasion de l'adoption de la loi de 2005. 2005-2020, c'est 13 ans, seulement 13 ans. Je viens sur la question des achats. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes les grands sacrifiés de cette nouvelle réglementation? Ou bien pensez-vous au contraire qu'elle va booster vos organisations et faire de vous des partenaires incontournables? Déjà, en premier lieu, déjà, je suis très heureux de participer à cette table ronde, et qui met bien le secteur des entreprises adaptées à sa juste place. Voilà. Donc ensuite, avant de répondre tout de suite à la question, je rappellerai simplement qu'en matière d'handicap, la première loi qui a eu une véritable dimension inclusive, c'est effectivement la loi de 2005. Et qu'aujourd'hui, la loi du 5 septembre 2018 s'inscrit dans un continuum, si on peut le dire ainsi. Et je soulignerai, pour rebondir sur les deux, sur Hugues Defoy et Joanne Titrin, qu'effectivement, pour le monde de l'entreprise, cette nouvelle loi va vers la simplification et, on va dire, un peu de précision. La pédagogie, il en faudra vis-à-vis du monde de l'entreprise. Et quand je parle du monde de l'entreprise, je rappelle que les entreprises adaptées fait partie de la loi de 2025 du secteur ordinaire de travail et que les entreprises adaptées sont soumises au même titre que l'ensemble des entreprises aujourd'hui. On y était déjà avant pour les employeurs de plus de 20, mais également pour les entreprises adaptées maintenant de moins de 20. Et l'entreprise adaptée, c'est une entreprise employeur classique, on va dire, qui a décidé de passer convention avec les préfets de région pour être dans une démarche d'emploi de personnes handicapées de manière très majoritaire. Et là aussi, pour nous, il y a une simplification, parce qu'avant, on parlait de personnel à la production, etc. C'était un peu compliqué. Aujourd'hui, les choses sont claires. On doit au moins employer 55% de nos collaborateurs en situation de handicap. Et là aussi, ça permet c'est un effort de simplification, si on peut l'avoir là-dessus. Pour la partie achat, j'ai envie de dire qu'au début de cette loi, les épouvantails ont été agités et qu'en fait, cette loi, in fine, ne change pas grand-chose sur la résultante des relations étroites qui existent depuis de nombreuses années entre le secteur adapté et protégé, comme on dit, avec les entreprises pour participer à leur, à une partie d'exonération de leur contribution à AGFIP au titre de l'emploi qu'on appelait indirect avant et qui était à la fois valorisé en termes de pourcentage, mais le véritable effet de cette valorisation se ressentait sur une baisse de la contribution par effet cascade. Ça ne va pas changer grand-chose aujourd'hui, et au contraire, je crois que la montée en compétence du STPA aujourd'hui fait que les entreprises qui ont tendance à externaliser de plus en plus leurs services, ou du moins les tâches connexes de leur activité, vont avoir recours, et ce n'est pas Endeco qui me dira le contraire, puisque Endeco œuvre depuis de nombreuses années pour justement générer des rapprochements entre le STPA et les acteurs de l'économie. Donc, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, même au contraire. Maintenant qu'il y a eu de la pédagogie, il en faudra encore, parce qu'au début de la loi, pour avoir participé, je crois que M. Defoy, on avait participé ensemble à une table ronde, il me semble, et où on avait en face de nous des responsables de mission handicap ou d'achat diversité qui nous annonçaient la fin des achats auprès du STPA. Donc, l'effort pédagogique a déjà été fait et qui va continuer à rassurer tout le monde. Et honnêtement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Par contre, il faudra peut-être un peu plus, parce que l'affichage sera moins direct aujourd'hui, puisqu'il n'y aura plus la traduction en taux d'emploi. Donc, il faudra un peu renforcer la pédagogie, et surtout que le STPA montre ses grandes qualités, ses grandes capacités pour que les acheteurs diversité des entreprises fassent appel à nous. Merci. Joseph, si je peux me permettre de rajouter un point en complément là-dessus, en n'étant pas trop long.
il y a les entreprises, à l'intérieur du milieu ordinaire des entreprises, les entreprises adaptées. Par contre, est-ce que la loi est une loi d'amélioration, de simplification? Je dois déplorer, il me semble que non. Sur un plan administratif, nous, au contraire, on peut dire qu'on est plutôt dans une complexification administrative, en sachant que ce qui existait déjà avant ne relevait pas forcément de ce qu'on pourrait appeler la simplification. Donc pour nous, aujourd'hui, on a une véritable surcharge, aujourd'hui, une complexité administrative, il faut appeler un chat, qui nous accapare plus que notre véritable mission première. Ensuite, la deuxième chose, je crois qu'il y a une tendance un peu légère aujourd'hui à sous-entendre que cette loi ouvre le champ de l'inclusion pour le monde de l'entreprise et que les entreprises adaptées aujourd'hui sont non plus cet outil inclusif, d'accord, mais seraient plutôt à être attachées au secteur de l'insertion par l'activité économique, qui lui est un outil pré-inclusif, d'ailleurs au même titre que les ESAT, puisque la véritable mission de ces structures, c'est de préparer des personnes soit en situation de handicap, soit en situation de non-accessibilité au marché de l'emploi, pour intégrer le marché du travail en entreprise dont fait partie les ESAT. Et nous, aujourd'hui, je crois qu'on a l'impression que l'État ne sait pas très bien où positionner les entreprises adaptées, alors qu'on est clairement positionné depuis 2005, en nous donnant à la fois une mission confirmée d'emploi durable de personnes handicapées auprès des entreprises classiques, puisque c'était le principe de l'accessibilité de la loi 2005, et puis en essayant de nous donner une mission qui relève plus du secteur de l'insertion par activité économique, avec les fameux CDD tremplin ou autres expérimentations. Donc mais ça crée un peu un flou artistique, et je crains que, au lieu d'être un axe de progrès, ça soit plutôt un axe un peu de régression. Voilà. Merci. Merci Denis Simian de cette contribution. Alors juste un point de sémantique. Nous, on parle de secteur de handicap, on parle du secteur de l'insertion quand on parle de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, et on parle du secteur de handicap incluant les entreprises adaptées, les ESAT et les travailleurs handicapés indépendants, travailleurs indépendants handicapés que nous n'oublions pas. Donc, cette loi, alors par rapport aux achats, du coup, je continue, mais juste 2 minutes, Denis Simian, c'est une minoration de la contribution. Donc aujourd'hui, c'est du chiffre d'affaires qu'on va minorer, c'est pas des emplois, c'est pas des personnes, c'est pas. Est-ce que ça vous gêne pas, ça, finalement, de plus apparaître dans le taux d'emploi direct? Alors oui, et je le dirais un peu avec véhémence, au même titre que les travailleurs indépendants, travailleurs handicapés, puisque eux, comme l'ensemble des salariés en entreprise adaptée, ce sont des salariés à part entière. Convention collective, statut de salarié, nous, nos collaborateurs, ont les mêmes conventions collectives que nos clients de la métallurgie, de l'imprimerie, du bâtiment, du secteur des services numériques. Et quelque part, alors peut-être que c'est un ressenti, en tout cas c'est le mien, hein, je ne sais pas si beaucoup de collègues on le partagent, pourquoi les emplois générés par les entreprises auprès des entreprises adaptées ne pourraient plus être affichés comme étant une forme de performance à l'inclusion, alors qu'on vit aujourd'hui dans un secteur économique où les entreprises externalisent de plus en plus de prestations. Je vous donne un exemple. On a 2 grands secteurs où on est en prestations in situ, les secteurs des prestations informatiques et numériques et les prestations, par exemple, de la propreté ou du facility. Je connais peu d'entreprises ETI, grands comptes ou voire même de grosses PME qui ont encore en interne des services de ce type-là. Donc automatiquement, les emplois de personnes en situation de handicap qui vont être créés le seront automatiquement dans le cadre d'une sous-traitance. D'accord. Et pourquoi? Alors, je ne veux pas baisser de nom, mais pourquoi? Parce qu'une entreprise X ou Y qui interviendrait dans la propreté, mais qui n'aurait pas d'agrément entreprise adapté, pourrait éventuellement les comptabiliser. Voilà. Et sans vouloir porter, ce n'est pas une critique, hein, à M. Johan Titrin, pourquoi des emplois d'intérim, eux, vont être valorisés dans le taux d'emploi direct? Et pourquoi des emplois de salariés en entreprise adaptée conformes à la loi
ne le serait pas. Voilà, c'est une question que je pose. Hein, c'est même pas. Voilà. Denis Simian, c'est une belle question. Alors, je regarde l'heure tourner, hein, parce que vous êtes tous les trois des passionnés, des experts de vos secteurs, et c'est vrai qu'on boit vos interventions. Est-ce qu'à ce moment des échanges, Salomé, il y a des personnes qui souhaitent réagir, poser des questions à nos intervenants, s'il vous plaît? Je n'en ai pas, Joseph. Donc, on va continuer. Ça m'arrange, Salomé, ça m'arrange, si vous saviez. Je vais m'adresser, je reviendrai à Hugues Defoy tout à l'heure, mais je vais m'adresser à nos deux représentants, versus entreprise et versus secteur. Et Denis Simian, pensez versus secteur du handicap globalement, là. Mais on a parlé de ces modifications, de toutes ces dispositions, mais il n'y a pas une disposition qui vous gêne, Joanne Titran, là, les accords, ils ne seront pas renouvelés, il n'y a pas des choses, parliez de poil à gratter, il n'y a pas des choses qui vous grattent de temps en temps? Donc, bon, alors, je vais souscrire d'abord au regret qui a été exprimé par Denis sur la valorisation du recours au secteur du handicap. C'est vrai que c'est, en tout cas à mes yeux, c'est un regret. Maintenant, par rapport à la question des accords agréés, effectivement, voilà, ce n'était pas un souhait, en tout cas pour ce que je peux en connaître, ce n'était pas un souhait d'avoir cette évolution s'agissant des accords agréés. On en connaît la pratique, on en connaît la mesure, l'efficacité, certaines limites évidemment aussi, mais c'est vrai que voilà, cette mesure-là peut nous laisser aussi un petit regret. Merci, Joanne Titran. Denis, tout va bien sur cette loi là? Vous êtes content là? Vous nous avez dit tout à l'heure complexification administrative, cette loi ouvre le champ de l'inclusion, mais vous, comment ça se passe là? Vos relations avec les entreprises, avec les acteurs du secteur, est-ce que ça a changé? Est-ce que la loi, vous disiez que ça modifie pas grand-chose finalement au chiffre d'affaires? Ce que je veux dire, c'est que après une loi, c'est une loi. Une fois qu'elle est, excusez-moi, j'étais un peu de une fois qu'elle est pondue, le rôle des professionnels, ben, c'est, je dirais, peu importe ce qu'on en pense, c'est d'essayer de la faire appliquer, même si à côté on peut militer par ailleurs pour essayer de la faire évoluer et de la rendre peut-être un peu plus arrondie et un peu moins rigide. En tout état de cause, dans la loi d'aujourd'hui, je l'ai dit, après une période vraiment un peu d'incompréhension générale, parce que tous les articles n'étaient pas sortis, parce que entre la manière dont avait été présentée la loi, peut-être dans un premier temps, il y a eu un rôle de pédagogie qui a été fait. Je dirais que alors, le Covid n'a pas aidé non plus à l'appréciation pleine et entière des effets de la loi. En tout état de cause, il nous semble, pour les échos que je peux avoir à l'intérieur du secteur, notamment des entreprises adaptées, c'est que les liens avec les entreprises sont toujours aussi soudés. Et la preuve, dans des périodes difficiles, les acteurs du STPA se sont fortement mobilisés et ont été fortement mobilisés par les secteurs de l'État, notamment la mission, le haut-commissaire à l'inclusion, pour participer à tous les projets économiques mis en place. Et là, actuellement, il y a un projet de créer 3 grands consortiums qui est porté par le haut-commissaire et auquel les membres du secteur du STPA sont vivement encouragés à participer. Donc, je pense que honnêtement, une fois le traumatisme de la loi et des imperfections qui ont pu être notées, c'est plutôt aujourd'hui, on s'est remis tous au travail et en fait, on se rend compte que il y a des effets de présentation et d'annonce à gommer, mais que sur le fond, il y a encore un travail plus que conséquent à faire. Merci Denis Simian. Il Joseph, nous reste 5 minutes. Je vous donne tout de suite la parole, Salomé. Donc, juste, il nous reste 5 minutes avant que je vous demande à chacun un mot de conclusion. Et je laisse la question à Salomé, à notre service SVP. Alors, Antonio Morel nous demande, dans le cadre qui vient d'être expliqué, comment dynamiser les achats responsables et accompagner leur développement, dans le but de développer des emplois. Comment dynamiser les achats responsables? On va poser cette question au secteur, peut-être, non? À Denis Simian, qu'est-ce que vous en pensez?
Comment on va les dynamiser, ces achats responsables? Je dirais en poursuivant les efforts qui sont faits quand même depuis un certain nombre d'années, et en déco en est un des exemples. Joseph, on ne va pas de la même manière que le salon des achats responsables qui n'a pas pu se tenir cette année, mais qui s'est tenu d'une autre manière. Donc il y a un ensemble de manifestations, et d'ailleurs les fameuses mesures dont Hugues Defoy a parlé, il y a une des mesures aujourd'hui qui va permettre de concourir à l'aide financière sur les organisations et associations qui concourent à cette promotion et notamment également des achats auprès du secteur adapté et protégé. Après, la partie en professionnel, ce qu'on fait tous aujourd'hui, il y a une véritable professionnalisation du secteur, et je finirai là-dessus, qui fait que la dimension commerciale est de plus en plus pris en compte, et fait que nous faisons la promotion de nos prestations au même titre que n'importe quelle entreprise, et que dans les mesures qui existent aussi, mais qui existaient déjà depuis 2005, la GFI peut accompagner les entreprises dans ce rapprochement avec le secteur adapté et protégé. Je laisserai la parole à Hugues Defoy, juste en une minute, Joanne Titran, là, pour vous, vous êtes aussi acteur de ça pour faciliter les achats. Vous allez être porteur de ces démarches au niveau de l'entreprise. Ça ne peut pas être que les organismes intermédiaires ou que les entreprises du secteur du handicap. Non, je pense qu'on a besoin effectivement de toutes les énergies et tous les acteurs. Je crois que la loi, et donc cette loi, et peut-être l'un de ses mérites indirects, c'est d'avoir provoqué tous ces échanges. Alors peut-être qu'il y a eu des moments effectivement d'incompréhension et puis il y a besoin de pédagogie, mais on voit bien qu'elle a suscité, provoqué énormément d'interactions entre les acteurs du secteur du handicap, la GFIP, les entreprises, et qui peut-être ne se parlaient pas et ne se parlent pas encore suffisamment. Et donc, voilà, c'est de ces échanges que se crée une dynamique, je crois. Et puis, ça, c'est les mérites de la loi. Et puis, ce que j'ai envie d'ajouter, ça sera mon dernier mot, il y a la loi, mais il n'y a pas que la loi pour porter le changement et faire avancer les achats responsables. Je crois qu'il y a aussi la responsabilité des entreprises, il y a les évolutions de la société, et les achats inclusifs, les achats responsables, aujourd'hui, toutes les grandes organisations, tous les employeurs publics, privés, quel que soit leur secteur d'activité, aujourd'hui, s'engagent dans les achats inclusifs. Et donc, s'ils se posent cette question-là, s'ils prennent cet engagement, je crois que, voilà, assez directement, ils se tournent vers le secteur du handicap et de l'insertion. Merci Joanne Titran. Je regarde ma montre, il nous reste 6 minutes sur les prompteurs. De la même façon que Hugues Defoy, vous avez présenté la loi et engagé cette table ronde. Je sais qu'elle est courte, vous êtes tous des passionnés et en tout cas facile. Je trouve que c'est fluide et on pourrait passer 2 heures sur cette thématique et peut-être 3 avec vous parce que vous êtes vraiment des propos riches et qui sont marquants. Hugues Defoy, je vais vous laisser conclure cette table ronde en disant vous votre impression et comment vous voyez la place de la GFIP, d'une organisation comme la GFIP, justement dans ce nouveau paysage. Alors c'est vrai qu'on pourrait y passer presque même le week-end, Joseph, tellement il y a à dire. Moi, je suis d'accord sur un point. Alors, il y a la loi. Il n'y a pas que la loi, effectivement. Il y a aussi la volonté des acteurs. Il y a aussi un contexte. C'est vrai que ça a été souligné. Moi, je trouve que ça implique aussi, évidemment, on ne peut pas appréhender, quand on pose la question par rapport aux achats, le sujet sans justement la transformation du secteur protégé adapté, la réforme des EA, ça a été évoqué par Denis Mignan, avec le fait que voilà, une entreprise adaptée, aujourd'hui, c'est d'abord une entreprise, elle produit des biens et des services, et il n'y a aucune raison que les entreprises ne continuent pas à les acheter, effectivement, dès lors que ces biens et ces services répondent à des besoins de bonne qualité, et je dirais même aussi de plus en plus de tisser des partenariats entre les entreprises dites classiques et les entreprises adaptées. Moi, ça, j'y crois beaucoup. Laisser des tremplins, ça me semble être un outil particulièrement intéressant. Peut-être, et je rejoins Johan sur le fait que, voilà, peut-être pas suffisamment aujourd'hui mis en avant. Il faut être aussi peut-être plus pédagogue sur ce dispositif.
qui permet aux entreprises, voilà, on peut avoir des personnes en situation de handicap dans son entreprise avec un contrat de travail qui est porté par une EA, avec de la formation qui va avec, et ensuite on pérennise ces personnes. Enfin, c'est quand même un dispositif qui est, je trouve, bigrement intéressant, et en tout cas, il faut aussi l'expliquer aux entreprises et le mettre en valeur pour justement que soit bien perçu tout l'intérêt qu'il présente. Après, dans l'esprit aussi de oui, la loi. Alors moi, je ne suis pas effectivement là pour commenter la loi, mais la GFIP, elle est là pour accompagner les entreprises dans cette transformation. Je pense qu'il y a un vrai pari sur cette voilà, sur cette dimension inclusive, avec le fait que les politiques handicap aujourd'hui sur les entreprises sous accord, demain ont vocation à être complètement intégrées voilà, dans la stratégie des entreprises. Nous, on y croit beaucoup parce que je voudrais aussi dire un mot du Oula, Hugues, je vous arrête parce qu'il est 57, s'il vous plaît. Alors, je sais que on vous retrouvera de toute façon sur le site de la GFIP. On restera sur ce vrai pari que vous posez. Et vrai pari, mais encore une fois, pour répondre à ta question du rôle de la GFIP, que la GFIP, évidemment, accompagnera en développant toujours des réponses qui, justement, sont en lien avec les besoins. J'ai parlé du référent handicap, c'est extrêmement important de l'accompagner, sinon, encore une fois, ça n'a pas de sens. Les entreprises qui sortiront des accords, on les accompagnera aussi. Et il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. On fabrique un autodiagnostic aussi pour favoriser l'engagement des employeurs. Merci Hugues. Voilà. Je sais que la matière est importante et qu'on pourrait rester des heures, comme on le disait. Donc, on restera sur ce fameux pari que vous souhaitez, dont vous faites le vœu, et peut-être sur la perspective à 5 ans, comme disait Johan Titran. Peut-être qu'on verra si vraiment le pari est réussi dans 5 ans. Alors, juste pour terminer, parce qu'il est 58, je voudrais vous remercier tous les 3 intervenants. Je voudrais vous dire que vous pouvez retrouver Denis Simian sur le stand du groupe NEA. Donc, il est exposant à Handi Achat. Johan Titran, vous pourrez le retrouver aussi sur le stand du groupement des 35 entreprises inclusives. Je remercie l'AGFIP très fort, qui est partenaire média de cette 2e édition d'Handi Achat. Vous retrouvez tout le replay et tous les replays des conférences de cette première semaine. Donc là, il y a une table ronde qui va suivre, il est 58. L'ultime de cette première semaine, le secteur du handicap Quesaco. Donc, je vous demande de retrouver Claire Roussan et ses invités à partir de 16h. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette table ronde. Merci à vous 3 d'avoir participé, d'avoir éclairé nos participants sur les réglementations, cette nouvelle réglementation. Et peut-être qu'on se dit à l'année prochaine, Johan Titran, Denis Simian 2 fois, pour une nouvelle table ronde sur la réglementation. Donc là, il y aura, j'espère, plus la Covid et on pourra dire… Oui. Comment ? Peut-être en présentiel. Peut-être. Alors, sur Handi Achat, ça sera de toute façon en digital, mais peut-être à l'occasion des Handi formels, qui sait. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année auprès de vos proches et de vos familles. Une bonne fin d'après-midi et un très très bon week-end. Merci à vous. Et la parole est à Claire et à ses invités. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous.